moi, quand je lisais, je feuilletais ce livre-là, il m'a rappelé un peu Naqd Dati de Allal Fassi. C'est l'un des rares écrits où vous avez un leader qui écrit sur les sujets de société dans le temps. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui n'ont pas lu Naqd Dati d'Allal Fassi à le lire. Alors, ce Maroc à venir dresse un constat sans concession et part du principe que tout s'imbrique et qu'il faut agir sur plusieurs leviers à la fois. Il y a certainement le politique, il y a l'économique, il y a même de l'éducation civique, la gouvernance, mais c'est surtout un plaidoyer pour un Maroc de la modernité, de l'ouverture, de l'audace. Un Maroc où on défend les valeurs du travail, du combat contre la rente, de la confiance dans la jeunesse, de la place des femmes dans la société, et enfin, et encore, de la bonne gouvernance. C'est un concentré de bonne gestion, de bon sens, que nos élites et hommes politiques doivent lire, mais la principale caractéristique qui m'a interpellé est cette sincérité de l'auteur qui se dégage dans l'écrit. On sent que vous parlez avec vos tripes, c'est Mohamed Barada. Merci beaucoup à ces Faiz qui va être votre contradicteur et très bonne soirée. Merci Amine. Puisque tu as parlé de propulseur de talent, je vais parler de Tizi. Moubadar Tariq Moudjid est une initiative qui avait comme vocation, 3 vocations principales. La première, c'est la promotion du leadership au Maroc, la culture du leadership, et aussi promouvoir des talents émergents, les identifier, les promouvoir, promouvoir la culture politique chez les jeunes, et surtout servir de rampe de lancement à ces jeunes pour qu'à terme ils puissent aller dans les partis politiques. À vrai dire, vraiment, Tizi, dans les années 2011, était vécu comme une prépa pour que les jeunes puissent partir dans les partis politiques. Or, dans les faits, on s'est retrouvé dans une impasse parce que personne ne voulait aller dans les partis politiques. Les jeunes qui sortaient de Tizi, 2, 3, 4 ans, Amine est l'une des peut-être exceptions qui est dans un parti politique aujourd'hui, mais la plupart, soit ils allaient, soit ils revenaient, soit ils ne voulaient pas y aller. Soit ils créaient des mouvements. Donc, on a un des présidents de Tizi qui a créé MEN. Et donc, quelque part, en tant qu'un des cofondateurs de Tizi, je me suis dit, bon, j'ai créé une rampe de lancement pour des gens qui n'arrivent pas à se lancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je pense avoir pris l'initiative d'être allé créer une opportunité, parce que je l'ai créée, pour aller dans le gouvernement. Et dire, bon, on ne peut pas partir directement dans un parti politique, pour de nombreuses raisons, sur lesquelles on ne reviendra pas, mais on peut aller dans la gouvernance publique en tant que technocrate et puis contribuer à faire. Donc, c'était aussi pour ouvrir la voie aux jeunes issus de Tizi, qui sont des gens très talentueux. Pour la petite histoire, chaque année, on tiendra une liste de 200 personnes. On en retient une dizaine qui sont promus en tant qu'espoir Tizi, et l'un d'entre eux a une bourse Harvard. Et nous avons envoyé 13 personnes à Harvard issues de ces jeunes. Donc, Tizi est une rampe de lancement. Après comme vous avez dit, Saïd Sami, en 2017, le premier livre, le premier opus était Lettre à mon fils, être marocain au XXIe siècle. Donc, le premier fondement, c'était l'identité. Qu'est-ce que la marocanité? Qu'est-ce que Tamrébit? L'enracinement berbère, arabe, musulman, mais aussi méditerranéen. Donc, le premier opus était sur ça, et le deuxième opus se devait être sur la gouvernance. Et sincèrement, j'avais démarré l'écriture de ces livres avant de rejoindre le gouvernement. Mais je ne me sentais pas la légitimité. Qui fait que ça le secteur public alors que tu n'as pas de légitimité. Et donc, en allant 3 ans dans le gouvernement, dans une position intéressante parce que on n'a pas une responsabilité, mais on est conseiller, on est observateur, on propose des initiatives, on fait face aux résistances d'un secrétaire général, aux résistances du ministère de l'Intérieur, aux résistances du ministère des Finances. On doit vendre commercialement des projets, des idées, des pilotes positifs d'emploi pour les jeunes. Et c'est là où on a rencontré les véritables difficultés. Et en sortant de cette expérience, je me suis dit, tant que c'est frais, autant passer le relais à d'autres personnes. Au lieu de faire le constat des choses qui ne fonctionnaient pas, j'ai préféré faire une liste de recommandations pour que ça fonctionne mieux. Pour faire simple, c'est ça. La liberté d'expression a comme porteur d'étendard la presse libre, la presse d'investigation. Aujourd'hui, la presse est considérée comme le 4e pouvoir des véritables démocraties parce qu'elles ont la liberté, la possibilité d'être le poil à gratter des gouvernants. Ça veut dire qu'on est là pour traquer, surveiller les abus de pouvoir, les abus de position dominante, les collusions, les conflits d'intérêts.
Donc, la presse joue un rôle fondamental. Et elle l'a joué. Et elle a joué dans les années, dès la fin des années 90, 97-98, des porte-étendards comme le journal hebdomadaire, comme Tel Quel, ont fait de la presse d'investigation. On a découvert beaucoup de choses, on a dépassé certaines lignes rouges, pchouya pchouya, et ils ont joué un rôle important. La liberté des journalistes conditionne la liberté de l'intelligentsia, des intellectuels. Quand on met des journalistes au banc de la société, les intellectuels se taisent, parce qu'eux aussi peuvent craindre des retours de bâton. Donc, pour être toujours optimiste, on ne peut pas nier que depuis quelques années, il y a eu un petit recul dans la liberté d'expression avec un certain nombre de journalistes, dont Omar Radi, qui sont en prison. 3, 4, 5 journalistes, il faut les défendre. Mais il y a 3-4 mois, j'étais en Turquie et j'ai rencontré des jeunes Turcs. Et je leur ai raconté ça. You know, here, ici, on a 250 à 300 journalistes en prison sans procès, qui croupissent dans des prisons. Et là, ça m'a un peu calmé. Je me suis dit, bon, on est quand même dans une situation où les journalistes peuvent dire beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le combat pour la liberté d'expression, pour la liberté d'investigation est un combat permanent qu'il ne faut jamais abandonner. Je pense que le peuple marocain est un peuple sage, qui savent qu'aujourd'hui, le Maroc passe par une période de turbulence où il y a une petite régression des libertés d'expression, qui devrait repartir, Inch'Allah, mais il ne faut jamais abandonner cette liberté d'expression, parce que le prix qu'on paye, c'est l'autocensure. C'est les gens qui n'osent plus parler, dire le fond de la pensée, qu'il y ait des discussions de salon, calfeutrées, qu'on parle à voix basse. Ça, on l'a vécu dans les années 70-80. Les jeunes générations, mes enfants, ne me parlent pas à voix basse, parce qu'ils n'ont pas vécu les années de plomb. Et il ne faut pas qu'on revive ces années-là. Quelqu'un comme Najib Arqsbi, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, parce qu'il dit les choses. Il les dit avec bienveillance. Tout reste dans le ton. Il faut dire les choses avec bienveillance. D'où la liberté des intellectuels engagés et de la presse. Sur le même sujet, en fait, j'ai parlé du discours de Sa Majesté sur la réforme du Code de la famille, sur la situation de la femme en général dans la société marocaine. Je trouvais personnellement que c'était un discours très poignant, mais après, il n'y a eu presque aucune réaction, ni du gouvernement, ni des partis politiques, ni de la société civile. Il y a eu très peu d'écho dans les cercles qui sont censés porter cette question, notamment peut-être par autocensure, peut-être parce que c'est un sujet malheureusement considéré par certains comme étant assez clivant dans un contexte politique particulier. Et bon, je dirais, pour moi, tu en parles beaucoup dans le livre, du rôle de la femme dans le développement du Maroc. Comment est-ce qu'on peut remédier à cet immobilisme? Et comment est-ce qu'on peut voir plus de femmes dans la gouvernance qui sont peut-être les plus responsables de ce sujet? C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui tient particulièrement à cœur à Sa Majesté, qui franchement a toujours défendu la place des femmes, la position des femmes, les droits des femmes. Et son discours était, comme tu dis, vibrant et poignant parce qu'il mettait en avant ça. Et malheureusement, ça rejoint même ce qu'on dit après, quand les manettes ne répondent plus, on a la même problématique. Alors, pour les droits des femmes, pour que ça puisse évoluer, il faut 3 choses. Il faut des idées, des dispositifs, des initiatives. Il faut des porteurs qui vont incarner des causes. Quand Aïcha China a incarné la cause des mères célibataires, elle l'a incarné pendant 30 ou 40 ans. Elle l'a porté à titre personnel, en termes d'image. Les féministes dans les années 80-90 ont porté les réformes de la Moudawana. Et quand il y a eu un monarque éclairé, au bout de 2-3 ans, il a eu une fenêtre d'opportunité, en 2003, et il a fait passer ces réformes. Mais les féministes ont porté ce projet. Donc, il faut des idées de dispositifs. 2, il faut des incarnations, des personnes qui incarnent des causes. Et troisièmement, il faut le souffle. Il faut être marathonien. Il faut faire que des causes comme ça, parce qu'un monarque peut être en avance par rapport à une société. Mais il ne faut pas qu'il prenne des décisions qui sont à contre-courant de la société. Donc il faut que la société évolue. Elle est tirée par des personnes qui évoluent. Donc, dans le Maroc à venir, ce livre est dédié à une femme et c'est un appel à toutes les femmes parce que je défendais les dispositifs d'emploi en faveur des femmes. Typiquement le 4/5e. Le 4/5e, une femme, à l'époque il n'y avait pas de Covid, une femme peut être payée à 100% de son salaire, mais travailler que 4 jours par semaine et travailler à distance une journée par semaine. Et je suis allé défendre ça au département de la femme dans le ministère de la Solidarité. Mais aujourd'hui, pourquoi les femmes ne défendent pas leur cause? Pourquoi on n'a pas une Simone Veil? Pourquoi on n'a pas des femmes qui incarnent davantage des causes et qui se battent pour des causes? Donc, dans ce livre, dans Lettre à mon fils,
il y a des dispositifs, des idées dispositifs. 4 ou 5 dont je vais vous parler qui me semblent fondamentaux, mais après, je n'ai pas de légitimité nécessairement à les porter, à les monter au créneau pour les défendre. Je pense qu'il y a des gens qui doivent s'approprier des causes. Alors, les 4 ou 5 idées fondamentales, c'est la première, c'est ce qu'on appelle la règle du tiers. Dans le privé, dans les entreprises privées, mais aussi dans le public, dans les conseils d'administration, les comités exécutifs, dans les comités de direction, dans le privé, mais aussi dans les conseils régionaux, dans les partis politiques, on peut instituer une règle, un quota équitable qui dit 1/3 de chaque genre. Un minimum d'un tiers par genre. 1/3 de femmes, minimum, 1/3 d'hommes, minimum, et 1/3 libre. Que ce soit des hommes ou des femmes. Mais au moins, on a cette taille critique qui permet aux femmes de pouvoir parler. Parce que statistiquement, je l'ai vu dans des réunions où il y avait 20% d'hommes et 80% de femmes. Dans une réunion où vous avez 80% de femmes et 20% d'hommes, les hommes se font tout petits. Parce que pour pouvoir peser, il faut être un minimum d'1/3. Et là, il y a un effet de solidarité dans lequel on peut prendre la parole, on peut défendre sa cause. Donc le minimum du tiers est important. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les listes électorales zébrées. Ça vient du zèbre, les rayures. Ça veut dire quand on va faire une élection, quand le PAM ou le RNI ou le PJD ou le PSU va faire une élection, il fait dans ses listes électorales un homme, une femme, un homme, une femme, ou l'inverse. Mais au moins, vous donnez une chance sur 2 aux femmes de monter. Donc ça s'appelle les listes zébrées, des pays les appliquent. La troisième, j'en ai parlé, c'est la flexibilité du temps de travail. Typiquement, j'ai parlé des 4/5e pour les enfants, mais vous avez, en général, dans notre société méditerranéenne, quand vous avez un parent malade, un homme malade, une mère malade, c'est en général la femme qui s'en occupe. Et elle doit souvent arrêter de travailler pour s'occuper de sa mère, parce qu'il est plus important, Radat al-Walidine est plus importante que d'aller travailler, ramener un revenu. Quand une femme sort du marché du travail, souvent, elle a du mal à y revenir. Et donc, dans les pays nordiques notamment, il y a un dispositif qui s'appelle, un dispositif qui permet de travailler à mi-temps pendant 6 mois, 1 an, à 75% du salaire. Donc, vous travaillez qu'à mi-temps, mais vous avez 75% du salaire. Et pour rattraper ce que vous ne travaillez pas, ben pendant 1 an, vous travaillez à mi-temps. Pendant 1 an, vous travaillez à plein temps, mais vous avez aussi 75% du travail. Donc, vous vous subventionnez. Ce dispositif existe et permet de nous adapter à une tradition, une coutume marocaine qui est la solidarité familiale. Le potentiel des hommes et des femmes. Quand les manuels scolaires, quand l'éducation à la maison, quand à l'école, on dit à madame, vous avez des enfants, j'imagine, vous leur dites à votre fils et à votre fille, vous avez le même potentiel, vous pouvez arriver aux mêmes choses. Tu peux être demain chef de gouvernement, tu peux être demain pilote, tu peux être au même titre que lui. Quand vous faites prendre conscience aux gens, aux femmes et aux hommes, qu'ils ont le même potentiel, ben on grandit différemment. Petite anecdote, moi j'aime bien les anecdotes. Ils ont fait un sondage en Allemagne, dans les crèches, enfants de moins de 7-8 ans. L'homme, qu'est-ce que vous voulez être? Très très peu de jeunes garçons ont dit chancelier, chancelière. Quand on a posé la question aux enfants, aux jeunes enfants, mais chancelière, c'est un métier de femme. Parce qu'ils ont grandi avec l'esprit que c'est les femmes qui dirigent les pays. Donc si dès le départ, on donne en conscience aux femmes qu'elles ont autant de potentiel que les hommes et les femmes, eh ben on peut avoir plus de femmes qui émergent. Les 2 derniers sujets qui sont plus, comme tu dis, non consensuels, c'est l'IVG. Donc je défends très fermement l'IVG en 2 ou 3 pages, parce que c'est une problématique non seulement de liberté des femmes, le droit des femmes de disposer de leur corps, mais c'est aussi un sujet sécuritaire, un véritable sujet sécuritaire. Quand vous avez 100 000 naissances par an qui sont non désirées, sans que le père ou la mère le désire. Dans le mariage ou hors du mariage, un 4e, un 5e enfant, parfois n'est pas désiré. On ne peut pas avorter. Donc l'enfant naît avec des carences affectives, alimentaires, financières. Et ça fait des individus qui sont en marge, plus susceptibles de tomber dans des sujets de délinquance ou d'oisiveté. Quand on permet l'IVG, on permet à de nombreux individus, des dizaines de milliers d'individus qui vivraient malheureux de ne pas naître. Et donc c'est un sujet sécuritaire. Donc je le défends longuement en expliquant par des études statistiques mondiales que quand on permet l'IVG, on a beaucoup moins de problèmes de délinquance 20 ans plus tard. Exemple typique, les États-Unis ont découvert à New York qu'il y a eu une chute brutale de la délinquance. Je crois que c'était si je ne dis pas de bêtises, en 97. Et quand ils ont cherché
ils ont cherché. Ils avaient autorisé à New York en 77 ou 79 la permission d'avorter aux femmes. Donc c'était un phénomène purement démographique, pas sécuritaire, etc. Démographique. Et le dernier point, j'arrête sur ça, sur les femmes, c'est ouvrir, alors je ne défends pas nécessairement, mais d'ouvrir un débat sur l'égalité en héritage, qui est très symbolique. Donc je ne dis pas qu'il faut permettre, pas permettre, ou imposer l'égalité en héritage, mais ouvrir un débat. Peut-être comme certains pays donner l'option, quand on se marie, on dit bon, je veux un héritage musulman, selon Sharia, ou je veux un héritage équitable. Ça peut être une option que les gens peuvent choisir, mais ça fait partie du respect des libertés individuelles. Pour moi, dans beaucoup de pays, l'impôt sur la succession augmente en fonction du patrimoine hérité. Donc on peut dire qu'on on peut ne rien payer jusqu'à 2 ou 3 millions de dirhams. Donc il y a exonération d'impôt sur la succession. De 2 millions à 5 millions, c'est 1%. Donc ça va toucher 80% de la population marocaine. Mais dans les paliers élevés, on peut imaginer un 2%, 3%, 4%, 5% de paiement au moment de l'héritage, ce qui va ponctionner un peu l'argent des héritiers, mais qui peut alimenter un fonds de solidarité. Un fonds de solidarité qui va financer des études, qui va financer à d'autres, des bourses d'études. C'est ça, la solidarité, la solidarité, c'est aussi ça, parce que les Marocains sont solidaires, beaucoup de Marocains sont solidaires de manière informelle. Et donc, on peut formaliser un peu plus cette solidarité. Donc, je parle de cette augmentation graduelle du taux d'impôt sur l'héritage. Si Mohamed, avant de passer par les services du chef du gouvernement, tu as été directeur d'une grande entreprise immobilière. Tu as vécu la majeure partie de ta vie dans le privé. Tu as fait ce passage au sein du gouvernement. Tu as connu notre administration et tu en parles beaucoup, avec peut-être beaucoup de regrets aussi, du manque de talent que l'on a dans la gouvernance publique. Alors, ces talents, est-ce que c'est facile déjà de les trouver? Comment est-ce qu'on peut les attirer? Et surtout, comment est-ce qu'on peut les promouvoir et les intéresser par cette gouvernance publique? Oui, j'ai rencontré des gens de personnes de qualité dans la gouvernance publique. Mais ils sont rares. Ils sont rares parce que quand on a fait le départ volontaire, les gens les plus talentueux sont partis, donc il y a un appauvrissement de la fonction publique véritable. Et puis, je ne sais pas si je suis un talent, mais statistiquement, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai 15 ans d'expérience dans le privé, dans l'industrie, dans le textile. Donc je peux être, si je sors de ma peau, je peux être considéré un talent. Je suis allé dans la gouvernance publique comme Don Quichotte en voulant changer de choses, mais j'ai tenu 36 mois, j'ai pas tenu longtemps, parce que tout l'écosystème était défavorable à la prise d'initiative, à la prise de risque, au droit à l'erreur. On veut prendre un minimum de risques. Et donc, si on prend un Mohamed Ali Barrada ou 2 Amin Faiz ou 10, ça ne suffira pas. Il y a un problème écosystémique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème hérité d'une culture bureaucratique française, de fonctionnariat, dans lequel on veut un agent d'autorité à l'obligation de suivre des process et d'être conforme à la procédure. Parce que s'il y a une inspection, s'il n'est pas conforme à la procédure, il peut être sanctionné. Que le citoyen soit satisfait ou pas, ce n'est pas considéré. Ce n'est pas considéré. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires sont évalués absolument pas sur la satisfaction des citoyens. Et on a les résultats que l'on connaît. Dans les systèmes anglo-saxons, type Émirats Arabes Unis, Qatar, pour ceux qui y sont allés pour voir quelques matchs, Israël, Angleterre, États-Unis, le KPI fondamental, c'est la satisfaction du citoyen. C'est le civil servant. Tu es là pour servir le citoyen. Et si le besoin du citoyen change au bout de 2, 3, 4 ans, bah, ta fonction doit changer aussi, parce que tu es là pour servir. Donc, quand on va aller chercher un passeport, c'est pas est-ce que tu as suivi la procédure, c'est en combien de temps tu as délivré ton passeport. Est-ce qu'on peut mettre en compétition les préfectures? Il y a des préfectures plus efficaces que d'autres, donc elles vont produire plus de valeur publique, ce qu'on appelle la valeur publique. Donc, pour te répondre plus précisément, Amine, la fonction publique a besoin d'une mue, d'une transformation, d'un système francophone bureaucratique à ce qu'on appelle le management public à l'anglo-saxonne. Ça se fera sur des générations. Certains pays l'ont fait sur une génération, pas sur 40 ans, mais sur 1 an. Qu'est-ce que ça exige? Ça exige, si on prend des images mécaniques, qu'il y ait de bons rouages, qu'on arrive à attirer des gens de qualité.
Ils sont où? Ils sont dans le privé. Chez Tijari ou Afabank, chez Le Matin, on a des profils de très grande valeur qui créent de la valeur. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit أنا نمشي نخدم بلادي 41 سنة ولا 5 سنين ما كرهش ولكن خصني نرجع نلقى فين نرجع وكي اللي مشيت et après je suis dans une impasse, je ne trouve pas de boulot, je réduis mon rémunération de 50%, c'est pas possible. Donc je propose dans ce livre, puisque c'est un livre de recettes, un dispositif de détachement à la fonction publique dans lequel les grandes entreprises qui ont un certain niveau de chiffre d'affaires ou de rentabilité peuvent détacher 1 ou 2% de leur effectif à la fonction publique en leur garantissant un droit de retour pendant 5 ans à salaire égal et à poste égal. Ça permet d'alimenter la fonction publique en cadre de qualité. 1. Deuxièmement, il faut changer cette culture vers ce qu'on appelle le management public. Le management public, droit à l'erreur, obligation d'innovation. On prend les problématiques de sciences politiques comme des problèmes de société. On crée des policy labs dans le gouvernement. On va voir les évolutions sociétales qui se passent dans une société. Comme un exemple très très concret, c'est le droit du travail. Le Covid a transformé les habitudes du travail. Est-ce que la loi a changé? Est-ce que la loi a accompagné? Est-ce que la loi a imposé plus de flexibilité? Non. Donc il y a toujours un décalage de plusieurs décennies entre les pratiques sociétales et les lois. Et donc, l'un des éléments, c'est d'être plus réactif, dire que voici les problématiques sociétales d'un pays, on va créer des incubateurs de politique publique qui vont réfléchir à des problématiques, proposer des solutions, les essayer dans le cadre de pilotes, ce qui s'est fait, ce qui s'est fait un peu. Si le pilote est réussi, on fait une mise à l'échelle à l'échelle du pays. Donc les policy labs, c'est quelque chose d'extrêmement habituel dans les pays anglo-saxons c'est une référence. Ça veut dire que à la Kennedy School, dans les écoles de sciences politiques, on enseigne à des jeunes technos, des gens qui ont l'âge de Amin, qui ont 30 ans, on les forme un master de sciences politiques, on lui dit voilà comment tu peux monter un policy lab, et il va travailler dans un gouvernement ou dans un cabinet ministériel. Le ministre ou le chef de gouvernement lui propose des problématiques, il monte une équipe de 3-4 personnes, il réfléchit à un dispositif, il le teste sur des pilotes. S'il marche, on fait une mise à l'échelle. Pourquoi les gens de Tizi ne sont pas partis dans les partis politiques? Pour 2 raisons majeures. Quelqu'un qui a mis 20 ans pour arriver à un siège dans un parti, qui a fait beaucoup de sacrifices, quand il y arrive, il veut y rester 20 ans. Et il élimine toute concurrence potentielle. Donc aujourd'hui, aller dans un parti, il faut attendre 20 ans pour réussir. Or, les jeunes aujourd'hui sont pressés. Plus personne ne va attendre 20 ans pour devenir secrétaire général d'un parti politique. Parce qu'avec les réseaux sociaux, un Zakaria Garté, il a 30 000 ou 40 000 followers et il n'a pas dépensé d'argent. Il dit juste des choses intelligentes. Donc aujourd'hui, il y a des raccourcis qui font que, prenons un exemple. Emmanuel Macron n'a pas émergé via un parti politique, mais il a exploité les nouveaux réseaux sociaux. Donc, les partis politiques deviennent des boutiques poussiéreuses dans lesquelles les gens ne veulent plus aller. Le deuxième sujet, c'est là où on va parler franchement, c'est qu'on va là où il y a le pouvoir. S'il n'y a pas de pouvoir dans les partis politiques, même quand quelqu'un arrive à la tête d'un gouvernement et que ses marges de manœuvre sont relativement réduites, à quoi bon? C'est là où je veux rentrer dans le vif du sujet. En tant que chef d'entreprise, et il y en a parmi vous, l'un des principaux pouvoirs que vous avez, c'est de pouvoir recruter et de pouvoir licencier. C'est un principal pouvoir parce que vous pouvez recruter des talents, les faire évoluer, les faire grandir, les nourrir pour qu'ils grandissent. Et puis si ça se passe mal, vous avez la liberté d'arrêter, de mettre fin aux fonctions. Aujourd'hui, dans la nouvelle constitution, le chef de gouvernement n'a presque pas de pouvoir de nomination et n'a presque pas de pouvoir de licenciement. Donc, il joue dans une équipe, il est, comme on dit au football, il est sélectionneur. Il est sélectionneur, mais il ne peut pas choisir son équipe. Et quand il a envie de sortir quelqu'un du terrain, il doit attendre 25 ou 30 minutes dans un match. Et donc, on ne peut pas gagner des matchs comme ça. Il y a une révision, à mon avis, fondamentale des prérogatives entre les tenants du pouvoir pour qu'on puisse donner plus de flexibilité à un gouvernement pour pouvoir jouer avec les équipes. Deuxièmement, il y a des traumatismes forts. Quand on sanctionne, on peut décourager beaucoup de hauts fonctionnaires à vouloir prendre des initiatives, prendre des risques. Parce que gouverner, gérer une entreprise, éduquer, c'est prendre des risques. Et quand on est inhibé, quand on voit qu'on peut être sanctionné pour rien, eh bien on ne prend plus de risques. Et donc aujourd'hui, le droit à l'erreur est un problème systémique. Et donc c'est pour ça que je parle de mue systémique, d'une transformation dans la douceur,
d'une révolution paisible de notre système de gouvernance. Et quand on arrivera à faire cette évolution, peut-être qu'on aura des manettes qui refonctionnent. Entre 2000 et 2010, on a vu beaucoup de réformes réussir parce qu'il y avait une vague, un turnover dans les dirigeants publics qui était beaucoup plus élevé. C'était l'époque de M. Bolfrey, dans lequel il était chasseur de talents. Il a chassé beaucoup de jeunes technos qui ont intégré la gouvernance et qui ont fait des miracles. Aujourd'hui, on en a une situation où malheureusement, ce dynamisme, cette mécanique de gouvernance publique est grippée pour de nombreuses raisons. Et j'espère que ce gouvernement va la dégripper un peu. Quand on a voulu depuis 20 ans, parce qu'on parle de ce siècle, faire des ports, des aéroports, des LGV, des autoroutes, des barrages, globalement, on a réussi. Parce qu'il fallait mobiliser des technocrates, des ingénieurs, des ressources financières, du temps, et on a réussi. On a réussi ce qu'on appelle à relever des défis techniques, qui sont de l'ordre du technique. Et un gouvernement, un État, doit faire ce qu'on appelle des challenges adaptatifs. Un challenge adaptatif, c'est un défi qui exige des changements de comportement à grande échelle, de 100 000 enseignants, de 20 000 fonctionnaires, donc des médecins évidemment, des médecins, des infirmières, de tout le corps, des auxiliaires. Bon. Et on constate globalement qu'on a une catégorie de défis techniques qu'on a relevés et les défis adaptatifs, on ne les a pas relevés. Quels sont ces défis adaptatifs? La santé, madame, l'éducation, la lutte contre la corruption, la réforme de l'administration publique. Tout ça, malheureusement, on n'a pas marqué des points. Pourquoi? Quand on analyse, c'est que les ingrédients pour que les manettes répondent, c'est pas la même huile, c'est pas la même graisse. Il faut impérativement injecter du leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est cette capacité, cette agilité pour en permanence s'adapter aux changements, gérer des hommes, donner une vision. Je veux réformer les... Prenons un exemple encore, pour te montrer que les manettes, je ne sais pas si elles vont fonctionner sur le nouveau modèle du développement. Vous vous rappelez de ce fameux rapport qu'on a présenté, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce rapport, il est incarné par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un en parle? Est-ce qu'on, si on demande au chef de gouvernement de le résumer en une phrase ou un paragraphe, il peut le résumer? Est-ce qu'on a fixé des milestones? On a 3-4 indicateurs à atteindre en 5 ans. Donc, هذا هو التنزيل. المشكلة المغرب دائما هو التنزيل. Les politiques sectorielles, ممكن. J'ai travaillé sur un plan de l'emploi qui s'appelait ممكن. ما خرج منه والو. علاش؟ المشكل ديال التنزيل. Et donc, ça revient à cette histoire du fait que le Maroc, s'il a envie de réussir ces dispositifs, ces défis adaptatifs, Sibel Moussa fait un très gros effort, on lui souhaite tout le succès qu'il veut, mais il faut impérativement aborder les enseignants et le ministre de la Santé, le corps médical, avec du leadership. Donner la vision, mobiliser, énergiser des jeunes, leur donner le droit à l'erreur, les inviter à prendre des initiatives, avoir des patrons d'hôpitaux publics exemplaires. Ça, on en a besoin. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, c'est mon moment très, très intéressé pour le pays, qu'avec Esma El Hadji, il y a 2 ans à peu près, nous avons fondé un institut qui s'appelle Moroccan Leadership Institute, qui est un institut de leadership à destination du corporate, des entreprises privées, mais aussi de la gouvernance publique, agences gouvernementales, offices publics, départements ministériels, qui permet de présenter une offre de contenu sur le leadership à ces départements pour leur dire formez en continu vos équipes au leadership. Et avec ça, c'est ça qui fait que aux États-Unis, en Israël, au Qatar ou aux Émirats, quand on a l'expérience du citoyen, elle est excellente. Pourquoi? Parce que tout le monde est entraîné. On est inspiré par des gens qui vont conduire un vent de réforme. Or, aujourd'hui, est-on inspiré par le chef de gouvernement? Et là, pour moi, c'est peut-être l'idée la plus clivante du livre. Tu théorises la création d'un conseil de la nation. Rien que ça, en fait, ça mérite un autre livre, hein, quand on lit les quelques pages sur le Conseil de la Nation, les propositions et les prérogatives de ce Conseil, et qui est une sorte d'organe direct entre le roi, la majesté et le gouvernement. À quoi sert ce Parlement? À quoi servent ces élections si on crée encore un nouvel Conseil, peut-être avec des personnes qui ne seront pas élues? À quoi bon faire des élections dans ce cas? Alors, si je n'étais pas à la primature, je n'aurais pas pu penser à ce Conseil supplémentaire. On parle de la démocratie marocaine comme une démocratie hybride. Une démocratie hybride, ça veut dire que nous avons quelqu'un, la monarchie, qui est garante du long terme et des projets de long terme.
Et nous avons un gouvernement soumis aux urnes qui change tous les 5 ans et qui gère le court terme. Et sincèrement, je pense que c'est une chance que nous avons. Et encore une fois, on le voit dans le regard des autres. On a reçu un conseiller du chef de gouvernement sénégalais, un jeune très très charmant, qui nous a dit « Mais vous ne pouvez pas savoir la chance que vous avez au Maroc. » Je lui ai dit quoi? Il m'a dit « Vous finissez vos projets. » Je lui ai dit « J'ai pas compris. » Il m'a dit « Vous savez, nous, il y a un président qui vient, il fait des promesses électorales, il démarre, il promet de faire un aéroport, une autoroute, etc. Il commence les travaux, le temps que ça démarre, etc. Ils font la moitié. Il y a des élections, ils passent pas, et un autre gouvernement qui arrive, il dit bah ça c'était une mauvaise idée, on va pas le finir. Donc quand vous vous baladez à Dakar, vous avez plein d'immeubles pas finis, d'autoroutes pas finies, des choses en chantier. Vous finissez vos projets. Quand vous démarrez des projets, vous les finissez. Et donc l'une des forces du Maroc, c'est cette magnifique monarchie qui nous permet d'être un socle identitaire pour 100% des Marocains et surtout un garant de long terme. En étant à la primature, je me suis rendu compte, en tout cas dans le mandat précédent, peut-être pas dans ce mandat, on vous présentait une stratégie au monarque et au conseil de gouvernement, conseil des ministres, pardon. Est-ce que cette stratégie, elle est conçue selon les standards de la conception des stratégies? Est-ce qu'on a calibré les chiffres? Est-ce qu'on a les bonnes ressources matérielles, financières? Est-ce que les deadlines sont bonnes? Ou là, on jette des milliards à droite et à gauche comme ça et qu'on n'atteindra jamais? Ou là, on calibre une stratégie. Donc, si nous avons une entité qui va permettre de vérifier la qualité stratégique des plans qui vont être lancés en amont, avant de les valider, on aura plus de chances de les réaliser. Deuxièmement, à supposer qu'on lance un plan sectoriel ou un plan stratégique, il faut monitorer tous les 6 mois. Quels sont les différents milestones? Est-ce qu'on les a atteints? Comment on peut réajuster? Si la personne ne fait pas le job, il faut peut-être la remplacer. Il ne faut pas attendre 5 à 10 ans avant de faire des actions correctives, alors que le marché change, la population change, la pluviométrie change, les besoins des salariés changent. Les gens de 20 ans aujourd'hui ne travaillent pas comme les gens qui ont 55 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a besoin de monitorer le suivi des plans sectoriels présentés à Sa Majesté. Troisième sujet, on a besoin d'identifier des profils. Aujourd'hui, les partis politiques, comme tu le disais, Amine, le gouvernement attire pas suffisamment de profils de grand calibre. Mais à supposer qu'on fasse comme à Tizi, chaque année, on passe à la loupe une centaine ou un millier de profils. Et on dit ces jeunes qui ont 30 et 40 ans, qui ont fait de bonnes études, qui ont un bon CV, sont potentiellement éligibles à la fonction publique. Et qu'on les shortlist et qui fassent partie d'une liste qui va permettre d'alimenter la fonction publique de bons profils pour les secrétaires généraux, pour les directeurs des établissements publics, etc. Cette présélection se ferait par une entité. Et je vais vous dire comment fonctionne cette entité. Et enfin, dernier point, une fois qu'on identifie cette liste de 10 hauts potentiels, ou de 1000 hauts potentiels pour la fonction publique, il faut la former à la conception des politiques publiques. Il faut la former, parce que, je prends encore une fois mon exemple. J'ai fait 15 ans de privé, mais j'ai jamais fait de conception de politique publique. J'ai pas fait d'évaluation de politique publique. J'ai pas fait de gestion de projet en multipartie sans autorité. Quand vous êtes un département, et les finances, et l'intérieur, et l'emploi, et la formation professionnelle, aucun n'a l'autorité sur les autres. Ils doivent collaborer pour faire aboutir un projet. Ou chacun doit apporter une partie de la solution. Ça s'appelle de la collaboration multi-acteurs, qui a besoin de leadership. Si on prend ces 1000 personnes éligibles à la fonction publique et on les forme à la conception des politiques publiques, si on les forme à l'évaluation, au leadership, à la gestion de projet, vous avez un autre Maroc. Alors Amine, très souvent on me dit tu rêves. Si Haïssami dit mais ce monsieur il vit dans une planète utopie. Mais le Maroc a besoin d'idéalistes. Le Maroc a besoin de visionnaires. Le Maroc a besoin des gens qui voient loin, qui ne verront peut-être pas de leur vie ce qu'ils disent, mais qu'ils le voient. Comme ça, peut-être que des gens liront ce livre et ils vont le trouver intéressant. Et ils vont peut-être le mettre en pratique. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, je serai peut-être plus là. Mais au moins le dire. Je pense. Je suis passé donc je suis passé à l'écriture. Donc le Conseil de la Nation serait un conseil exécutif bipartite, avec une double représentativité, la moitié nommée par Sa Majesté, par le monarque, la moitié issue de sages
pas du gouvernement nécessairement, anciens chefs de gouvernement, anciens chefs de parlement, etc., qui vont permettre, avec des cellules de travail, des commissions, permettre de valider la qualité des politiques publiques, qui vont permettre de les monitorer pour voir leur performance, qui va permettre de sélectionner des jeunes pour déployer ces plans stratégiques et qui va permettre de les former. Et cet organe-là serait un organe intercalaire entre le palais et le gouvernement, entre le long terme et le court terme, qui va permettre de présenter à Sa Majesté, qui va préinstruire les sujets pour Sa Majesté, pour qu'il y ait une visibilité en permanence des gens qui monitorent ce que fait le gouvernement. Et c'est ce que j'appellerais, parce qu'on parle de manettes, etc., de pilote automatique. Aujourd'hui, nous avons un pilote qui est Sa Majesté, mais de temps en temps, on a besoin d'un pilote automatique qui va surveiller tous les indicateurs de vol, l'altitude, la pression, la température, est-ce qu'il y a du givre, est-ce qu'il y a un orage, qui permet de détecter et d'aider à la prise de décision. Donc ce conseil de la nation, c'est une suggestion, mais elle part d'un embryon, qui peut être le conseil pour le nouveau modèle de développement. Donc un comité nommé par Sa Majesté, qui va permettre de servir de copilote, de système de pilotage automatique entre le palais et le gouvernement, qui va leur permettre de travailler ensemble. Je finis sur ça, parce que vous parliez de l'expérience française tout à l'heure. Même dans les périodes en France de cohabitation difficile, cohabitation Mitterrand-Chirac, cohabitation Chirac-Jospin, vous avez le chef de gouvernement et le Premier ministre, le président et le Premier ministre, qui sont de partis opposés. Mais ils travaillent ensemble. Leurs équipes se rencontrent. Ils doivent sortir des arbitrages. L'indicateur principal était le nombre d'arbitrages qu'on doit sortir par jour. C'est mon KPIs. Si ce n'est prendre des décisions. Oui, il faut faire de la représentation à l'international, au national. Il faut faire des discours au Parlement. C'est des obligations constitutionnelles. Mais un chef de gouvernement, un chef d'entreprise, il doit sortir des arbitrages. Matignon sort 200 arbitrages jour. Et ils sont 200 à travailler dessus. À préinstruire des dossiers. Solution A, B, A, non, B, non, C. Et on préinstruit et on sort des arbitrages. Or, aujourd'hui, quand vous avez un pays dans lequel il n'y a pas suffisamment d'arbitrage, où il y a des périodes où on ne peut pas arbitrer, le pays est en stagnation, il est un peu en roue libre. Et donc, si vous voulez, merci Hetsemi d'avoir cité ma passion, c'est que j'ai un ami qui est avec moi, qui a mon âge, qui travaille avec moi à Rabat, qui dit: Mohamed, arrête de penser au Maroc théorique. Le Maroc idéal dans lequel on pourrait arriver si tout le monde était à son optimum. Il dit: tu vas te rendre malheureux. Je l'écoute pendant un jour, 2 jours, 3 jours, et après je pense au Maroc théorique. Qu'est-ce que pourrait être un Maroc dans lequel tous les potentiels seraient approchés vers l'optimum? Et pourquoi on n'y arriverait pas? Pourquoi Maroc Soir le fait bien, le groupe le matin? Pourquoi Tijari Wafa Bank, je crois que quelqu'un qui Tijari Wafa Bank le fait relativement bien? Pourquoi l'OCP le fait relativement bien? Pourquoi le gouvernement ne pourrait pas le faire? Une avant-dernière question sur la même veine. On a beaucoup parlé des recettes, des problèmes, bien sûr, et j'ouvre balle des questions. En fait, quand on lit le livre, on sent ton optimisme, parce que c'est un livre aussi qui ça nous donne la piqûre d'optimisme exceptionnelle, parce que tu te dis, on peut y arriver, on a toutes les ressources, il y a les volontés, il faut juste aller les chercher, il faut les appuyer, il faut les accompagner. Aujourd'hui, je me dis, dans la salle où là, il y a peut-être des gens qui nous regardent, ou des gens de ton entourage, il y a plein de patriotes qui ont envie de contribuer. Par quoi commencer? Par où commencer? Comment est-ce qu'on peut leur donner les moyens d'agir et d'aller dans la gouvernance? Amine, même si tu as tous les ingrédients sur la table, tu ne feras pas nécessairement un très très bon plat. Il faut qu'il y ait un cuisinier. Donc, première question, je pense que ce nouveau modèle de développement, qui était une très très bonne idée, vraiment, avait besoin d'une incarnation, une personne qui allait porter ce projet. J'aurais rêvé, parce que j'aime bien rêver, je suis un rêveur né, j'aurais rêvé voir Chakib Ben Moussa, chef de gouvernement, parce qu'il avait travaillé sur ce rapport. Et il aurait incarné, il aurait dit à ses ministres, c'est vrai que Chakib Ben Moussa est un poste stratégique, très important. Donc on a un problème d'incarnation, de portage institutionnel. Et les porteurs des projets d'envergure nationale, s'ils ont le mindset anglo-saxon, le mindset de leadership, alors on est dans un autre pays. Et c'est pas dans 50 ans, c'est dans 10 ans. Donc, première question, c'est l'objet de mon prochain opus, le 3e de la trilogie, j'espère, c'est sur un gaullisme à la marocaine. Un gaullisme, est-ce que
Et si on imaginait un De Gaulle à la marocaine qui porterait ce pays avec courage, avec force? Parce que finalement, la force et les pouvoirs autoritaires permettent à des pays d'avancer plus vite. Erdogan est très décrié, mais regardez ce qu'il a fait de la Turquie en 20 ans. Donc on a peut-être besoin d'une période où on a un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir qui va nous mener vers des directions avec quelques erreurs. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est à niveau individuel. Comment toi, moi, madame qui est derrière, madame qui est vraisemblablement dans la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Le médecin, s'il fait son travail le mieux possible, le chef d'entreprise, si malgré tout continue à croire, à avoir confiance, à créer des emplois, à créer de la valeur, à payer des impôts, si le fonctionnaire essaie d'être plus attentionné vis-à-vis du citoyen pour le servir, si chacun peut y mettre du sien. Donc, sincèrement, moi j'essaie de mettre du sien. Je pense que beaucoup de gens sont animés de bonne volonté. Tizi était une aventure qui rassemblait des gens, qui a congloméré des gens qui étaient de bonnes intentions. Donc je pense que d'intentions patriotes. Les patriotes, il y en a dans ce pays. Comme tu m'as dit une fois dans une marche, je t'ai dit, Amine, tu sais, j'ai plus l'énergie que j'avais il y a 4-5 ans. Tu m'as dit, si Mohamed, avec la femme اللي فيك واخا تنعس دابا ما تخافش يلاه تكون شي حركه ان شاء الله تنوض وتنوض معك الناس et on va se battre pour nos idées. Donc il faut jamais perdre espoir. On passe par une conjoncture internationale compliquée. Je pense que le Maroc c'est très très résilient, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de rêver. En fait, l'un des problèmes que nous avons, tu as parfaitement raison, Jafar, c'est ce qu'on appelle le manque de coordination des politiques publiques. C'est des dispositifs avec des overlaps, il y en a qui fait la même chose que l'autre, etc. Effectivement, ça fait des bruitages. Et donc, l'une des fonctions du Conseil de la Nation, qui est rattachée au long terme, c'est de faire un travail de cohérence entre les différentes stratégies sectorielles et de mettre de la cohérence. Parce que même quand on est un chef d'entreprise, ce que fait le directeur commercial, le directeur marketing et le directeur relations clients, parfois il y a des overlaps, il y a des doublons, il y a des économies d'échelle à faire, etc. Il y a de la rationalisation à faire. Il y a de la rationalisation publique. Et donc cette rationalisation n'est pas faite aujourd'hui. Ça serait le travail d'un chef de gouvernement, de faire des arbitrages. Non, toi tu arrêtes ça, non tu fais ça, toi tu te réserves sur ça. Mais il y a des incohérences, Jafar. Par exemple, le programme Força, qui est probablement un bon programme, j'espère, a été porté par le tourisme. Alors ça, c'est pas un bruitage. Et l'ANAPEC, et le FPT. C'est des incohérences. En 2011, pendant le printemps arabe, je suis pas sorti dans les manifestations, mais effectivement, j'étais pour que la représentativité électorale puisse accéder au pouvoir réel, que des gens élus par le peuple accèdent au pouvoir. Et on a découvert ensemble, et Sa Majesté a été clairvoyant, où il a vraiment, c'est remarquable, les démocraties, je ne sais pas si les démocraties occidentales se l'avouent ou pas, il a été clairvoyant dans la mesure où il a laissé le parti gagner par les urnes et repartir par les urnes. On les a un peu aidés à partir, mais ils seraient partis dans tous les cas. Et comme tu as très bien dit, Ali, pendant 10 ans, on a fait un peu de surplace. Pour deux grandes raisons. La première, c'est vraisemblablement un problème de compétences, de savoir-faire dans la gestion publique, les fameux arbitrages, même si on a eu des chefs de gouvernement, on va dire mitigés. Mais bon. Et le deuxième, c'est que ce gouvernement a été entravé. Ces deux mandats, on a été entravé parce qu'on avait peur d'une hégémonie politique, et donc on a tout fait pour que ce gouvernement ne marque pas des buts. Et donc cette opposition dont je parlais, de cette cohabitation, était une cohabitation qui a fait perdre du temps au pays. Oui, la démocratie, au Maroc, mais aussi en Inde. En Inde, vous élisez un parti, pendant 5 ans vous faites des progrès, et à l'autre parti qui gagne, eh bien, vous faites un marche arrière. Donc la démocratie a un véritable coup sur le développement, un vrai coup. Donc moi, j'étais très démocrate il y a 10 ans, et malheureusement, je suis allé 2 fois en Turquie depuis 12 mois, et qu'est-ce que je constate? Un pays extraordinairement conquérant. Les chefs d'entreprise sont extrêmement aidés, ils sont poussés, le tempérament des Turcs. Et puis Erdogan et son gouvernement a énormément poussé. Mais les Turcs, aujourd'hui, sont très, très, très défavorables à Erdogan. Ils ont hâte qu'il y ait des élections pour le kick-off, pour le mettre dehors. Et donc, pourquoi j'ai fait un virage à 180 degrés? Je pense qu'on a très bien fait d'avoir cette parenthèse d'un point de vue développement malheureuse, parce qu'on a ralenti le développement, on a ralenti la croissance, etc. Mais heureuse en termes de respect de la volonté des peuples. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il y ait une alternance. Il faut qu'on ait 10, 20 ans de dirigisme,
mais de véritable dirigisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes énergétiques, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'emploi. Donc on va prendre les taureaux par les cornes, on nomme les plus compétents, on accepte de faire fi des choix démocratiques sur lesquels les démocraties occidentales nous mettent la pression. Mais aujourd'hui, on est dans une attitude très marocaine. Les Européens, donc on a des démocraties, des élections globalement représentatives à 80-90% du souhait populaire. On fait un gouvernement, mais le chef de gouvernement, il n'a pas tellement toutes les marges de manœuvre, comme je vous disais tout à l'heure. Le peuple, finalement, pendant le PJD ou le RNI, pendant 5 ans ou 10 ans, il va tout faire pour plaire aux électeurs. Moi, je vais être élu chef de gouvernement ou premier parti d'un pays. Donc, je vais essayer de plaire aux citoyens pour qu'ils votent pour moi. Mais dès qu'on est chef de gouvernement, je dois satisfaire Sa Majesté. Je dois m'aligner sur la volonté de Sa Majesté, les directives de Sa Majesté. Et donc, je me coupe de ma base populaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une situation assez antagoniste. Je suis pour une période je ne sais pas quelle forme elle prendrait, mais dans lequel on nomme des technocrates, on injecte du leadership, on injecte du management public, on fait une orientation à la Turquie pendant une vingtaine d'années, et quand ça va un peu chauffer dans les rues, comme ça chauffe aujourd'hui à Istanbul et à Ankara, eh ben on fait 5 ou 10 ans d'un peu de représentativité démocratique électorale, mais vraiment le choix purement démocratique risque de nous coûter très cher, et je sais pas si le développement a mis le doigt, grâce à cette très large consultation publique, sur le fait que les problématiques de remettre l'humain au cœur des politiques publiques, santé, éducation, lutte contre la corruption, égalité des chances, a une vraie prise de conscience. Donc on a envie d'ailleurs, si Cheikh Ibn Moussa, qui est très respectable à la tête de l'éducation nationale, c'est dire à quel point ce sujet est important. C'est là où je veux en venir, c'est que donnons-leur les moyens dans la durée. Il faut qu'on n'ait pas un ministre de l'éducation nationale tous les 2 ans. Il faut qu'il soit là pendant 5-10 ans. Il faut qu'il soit doté de véritables ressources. Il faut qu'il capte des ressources de très grande qualité. Il faut qu'on investisse, on injecte beaucoup d'argent dans la formation. Je vais donner un exemple qui n'a rien à... Mais parlons. J'ai passé quasiment 3 ans à la primature. Vous savez combien j'ai eu droit à la formation continue? J'ai eu droit à une formation, une seule, en 3 ans, qui était sur la communication de crise pendant la période de Muqata. Quand j'appelle ma banque, dès que je veux parler à ma chargée de compte, eh ben, une fois sur 4, elle est en formation. Ils sont toujours en formation. Ben, la formation continue est fondamentale. Aujourd'hui, le public, je ne sais pas s'il fait beau. Donc, ce que je dis, c'est que soyons dirigistes sur les chantiers qui mettent l'humain au centre, le citoyen au centre. Qu'il y ait Wahed Rajel ou Wahed Lamra qui incarne un sujet et qui va le défendre dans la durée. Aujourd'hui, on n'incarne pas nos politiques publiques. Il faut incarner le nouveau modèle de développement. Il faut incarner des sujets, en parler, communiquer sur la vision, sur les réussites, sur les échecs. Et là, le citoyen a le sentiment. Je ne doute pas que le gouvernement fasse beaucoup d'efforts aujourd'hui, mais le citoyen n'a pas de visibilité. Je lis quasiment les titres de la presse presque tous les jours, mais je n'ai pas de visibilité sur ce qui se passe. J'ai essayé 3 trucs et j'en ai raté 2. J'en ai réussi 1. Mais au moins qu'on le sache. Donc on n'est pas adressé en tant que citoyen. Et le rôle d'un gouvernement, c'est aussi de communiquer. Parce que la communication, elle transmet de l'énergie, de la confiance. Et la confiance permet d'investir, de créer de la valeur.